Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup donc pour cet accueil et donc pour l'organisation également donc quelques petits mots peut-être pour commencer sur mon parcours. Donc je suis enseignante chercheure en théologie à l'Université de Lorraine, qui est spécifique sur la Lorraine et spécifique sur cette région en particulier. J'ai fait un parcours assez classique en fait en théologie, donc une licence de théologie à l'Université de Strasbourg, ensuite un DUG, licence, master à l'époque. Et j'ai eu la chance, j'ai commencé en master à être enseignante dans le secondaire, et puis j'ai eu la chance d'obtenir une bourse au niveau du DEA pour partir une année à Jérusalem, à l'école biblique et archéologique française de Jérusalem. Donc c'était une chance extraordinaire, et donc c'était une bourse de l'école en fait qui était proposée. Et en 3 jours, il a fallu décider si c'était faisable ou pas. Donc j'ai candidaté, j'ai eu la bourse et je suis parti une année à Jérusalem qui a fondamentalement changé ma vie, changé mes perspectives. Enfin, j'ai toujours été passionné par les écrits anciens dès l'adolescence, en fait. Le modèle d'Indiana Jones qui lit une inscription et qui traduit tout de suite, on se dit c'est ça que je veux faire plus tard. Et arrivé à Jérusalem, et puis là, je découvre cette école qui travaille sur les manuscrits bibliques essentiellement, qui travaille sur la Bible, et je rencontre un chercheur un peu bourru, qui a très mauvaise réputation parce qu'il est très très dur. Et je me dis, c'est avec lui que je veux travailler parce que je veux avoir le plus dur pour pouvoir progresser. Et c'est un des spécialistes des manuscrits de la Mer Morte. Donc à l'époque, c'est déjà la deuxième génération de chercheurs. Donc c'est pas ceux qui ont découvert les manuscrits en 47, mais c'est un des successeurs de cette première génération. Donc il a un vrai contact avec les manuscrits, avec le site. Et je bosse avec lui en master. Donc je fais mon mémoire de DEA, enfin à l'époque. Je fais mon mémoire sur un manuscrit qui deviendra mon sujet de thèse. Alors, j'étais un peu flemmarde. C'est pas que j'étais flemmarde, mais lire, c'était un peu trop dur. Donc, je cherchais vraiment les sujets où il n'y avait rien de publié encore dessus, parce que je me disais, il y a peut-être des choses à faire, puis je n'aurais pas une bibliographie énorme à éplucher. En théologie, ça fait quand même 2000 ans qu'on pose les questions, donc je me disais, c'est pas... Et donc, je choisis un manuscrit qui vient tout juste d'être publié, qui a été découvert en 47, mais dont la publication a mis 40 ans pour arriver. Donc, il vient juste d'être publié. Et je décide de retravailler sur ce manuscrit. C'est celui que vous voyez là. Enfin, il y a plein de fragments. Ça, c'est un des fragments. Et donc, je travaille sur l'édition, la traduction, le commentaire de ce manuscrit-là, qui est un texte de sagesse. Donc c'est un texte qui date à peu près du IIe siècle avant notre ère et qui nous raconte, qui nous dit comment il faut vivre, grosso modo, comment il faut marier ses enfants, comment il faut marier sa fille, comment il faut travailler, comment il faut faire des prêts, comment il faut rembourser ses prêts, etc. Donc c'est vraiment un texte qui est très, très, très dans le concret de la vie quotidienne. Ça ressemble un peu à ce que l'on pourrait trouver dans une librairie actuelle sur comment bien mener sa vie, grosso modo, et comment devenir heureux. Il y a ça, et puis il y a une perspective très, très eschatologique aussi. On a parlé d'apocalyptique tout à l'heure, donc comment arriver, grosso modo, au jugement dans des meilleures conditions possibles. Donc il faut essayer de mener sa vie pour qu'au moment du jugement, tout se passe très bien. Donc je travaille beaucoup sur la reconstruction de ce texte, la réorganisation des fragments, et donc ça demande d'apprendre l'hébreu, d'apprendre l'araméen, parce qu'on a des mélanges de langues dedans, et puis de pouvoir comparer avec d'autres textes qui existent, et donc de travailler sur du grec, du syriaque et de l'araméen, enfin l'araméen je l'ai déjà dit, et donc d'apprendre toutes ces langues et d'essayer de déchiffrer ces textes-là. Donc je termine ce mémoire, et j'ai une allocation de thèse grâce à ce mémoire en rentrant en France, et là je fais une thèse en co-tutelle entre l'Université de Strasbourg et la catholique Université de Leuven en Belgique. Et ça aussi, ça a été quelque chose de très important dans ma thèse, c'est qu'en Belgique, j'ai un directeur de thèse qui a une vraie carrure internationale et qui m'ouvre à une carrière internationale, en fait, tout de suite dès la thèse. Et ça a été vraiment fondamental pour moi de sortir de France et de voir qu'il y avait de la recherche ailleurs, de m'obliger dès le début, en fait, à participer à des conférences en anglais. Je ne savais pas bien parler anglais, mais du coup, de dire c'est pas grave, tu y vas quand même et tu le fais quand même et tu n'as pas le choix. Et ça m'a vraiment poussé mais très très loin. Et j'étais à Strasbourg, Leuven, je savais pas qu'il y avait une université, je savais pas qu'il y avait de la théologie à Metz en fait. Et puis un jour on me dit il y a un poste qui va arriver, il n'y a pas de candidat, si tu termines ta thèse dans les 3 prochains mois, j'étais en 2e année de thèse, tu peux essayer de candidater. Là mon directeur de thèse à Strasbourg me dit non, si tu bâcles la thèse et que tu n'as pas le poste, c'est foutu. Mon directeur en Belgique me dit vas-y, fonce, je le sens bien. Donc je termine la thèse très vite pendant l'été, je dépose. J'avais à peu près toutes les cases pour la qualification. Donc je dépose en octobre, je soutiens le 8 décembre, la qualif, la deadline c'était le 12, donc ça passe.
Et puis j'ai le poste, et puis donc j'arrive à l'Université de Lorraine, et voilà. Et après, c'est l'après-thèse, tout ce qui se passe après la thèse. Et en faisant cette première thèse, j'ai découvert plusieurs autres manuscrits qui étaient très très mal édités, qui étaient découverts non pas à Qumran, mais enfin à Qumran aussi, mais au Caire en Égypte au 19e siècle. Et je me dis, il faut se lancer là-dedans. Donc pas tellement par intérêt pour le texte, parce que c'est un texte assez... c'est toujours un texte de sagesse, mais ils ne sont pas très drôles, ces textes de sagesse. C'est très dur. La condition de la femme n'est pas très idéale. La condition des enfants n'est pas très idéale. La condition... Enfin, c'est vraiment des textes qui sont assez rebutants quand on les lit comme ça. Mais ce sont des textes qui n'ont pas été très travaillés. Et du coup, je me dis, il faut y aller parce qu'il n'y a rien dessus. Donc ça, c'est un peu les manuscrits qu'on peut retrouver. Et l'édition critique vient d'être terminée là, juste maintenant. Ça a été 15 ans, on parlait de recherche longue, ça a été 15 ans de travail. Alors, pas 15 ans de travail intense tout le temps, mais des petits morceaux par-ci, des petits morceaux par-là. Et voilà, donc c'est 15 ans pour arriver à une édition critique de ce texte-là. Et plusieurs projets de recherche qui m'ont amené aussi à me poser des questions sur la pluralité des textes. Parce que quand vous voyez tous ces manuscrits qui représentent un même texte, donc un texte biblique en l'occurrence ici, il présente énormément de variantes. Donc je me suis intéressé beaucoup en fait à la question de ces variantes, à la question de la création de ces variantes, à l'émergence de ces variantes, à la question de savoir s'il y a un original et qui au fur et à mesure se décompose en plusieurs variantes, ou s'il y a plusieurs originaux, ou s'il n'y a pas d'originaux en fait, et que tous ces textes-là émergent dans différents endroits et finissent par se synthétiser ensemble. Enfin voilà, il y a différents modèles d'explication en fait de ces variantes textuelles. Et c'est ce qui m'amène sur le projet actuel en fait, où alors pendant mes études avant, et j'ai toujours été passionné je suis plutôt passé par les sciences dures, étonnamment, et donc par une approche très scientifique, très critique. C'est sûrement pour ça que je travaille sur les textes d'ailleurs, parce que c'était quelque chose de plus palpable, où on pense pas trop, on travaille sur quelque chose d'assez matériel, d'assez pratique. Et donc le projet actuel travaille avec des mathématiciens, des gens du Lauria aussi, des gens qui travaillent en statistique et en informatique. L'idée, c'est d'essayer de reconstruire avec de l'intelligence artificielle et du deep learning, en fait, des arbres généalogiques des manuscrits, comme on le fait pour l'ADN, en fait, où on a des molécules qui changent et qui se transforment. Donc, on a un manuscrit là, j'ai pris Harry Potter, par exemple, la première phrase d'Harry Potter. Si un scribe copie Harry Potter, il va générer des erreurs, ou pas, ou transformer le texte, ou changer le texte. On parle d'erreur ou on ne parle pas d'erreur, on parle de transformation. Et au fur et à mesure, ces transformations, elles vont se développer. C'est comme ça qu'on a des manuscrits qui sont extrêmement divergents les uns des autres. Donc l'idée, c'est de mettre des algorithmes derrière qui vont essayer de reconstruire l'arbre généalogique pour comprendre comment les manuscrits se sont transformés les uns après les autres au fil du temps. Surtout que là, on a l'arbre généalogique complet, mais dans le cas des manuscrits de la mer morte, il nous manque la moitié des témoins, et puis le reste qui nous reste est très fragmentaire, donc on n'a pas des manuscrits entiers. Donc c'est l'idée de travailler avec des sciences du langage, avec du NLP, avec des informaticiens, avec des statisticiens, donc des mathématiciens aussi, pour trouver des modèles, qu'est-ce qui permet d'arriver de ce manuscrit-là, et comment on essaye de reconstruire l'arbre généalogique pour comprendre en fait comment les scripts transforment les textes au fur et à mesure du temps. L'idée, c'est pas de retrouver l'original, parce que ça m'intéresse pas tellement. Et puis je pense qu'il n'y en a pas d'ailleurs, mais c'est surtout de comprendre qu'est-ce que les scribes font en fait quand ils transmettent un texte. Alors des erreurs certes, mais pas que des erreurs, ils transforment des choses, ils transforment des textes de loi, ils les adaptent à des situations particulières. Voilà. Donc ce qui m'intéresse, c'est comment les scribes procèdent lorsqu'ils travaillent. Voilà, dans le concret du chercheur, je rejoins tout ce qui a été dit avant, c'est beaucoup de temps administratif. 90% de mon temps, c'est de l'administration, j'ai l'impression. Alors, évidemment, on a l'enseignement, on a les charges administratives. Donc, je suis directrice du département de théologie. Voilà, donc on a l'impression qu'on passe beaucoup de temps sur de l'administratif. Quand on ne fait pas de l'administratif, c'est de l'administration de la recherche. Donc, demander des projets, monter des projets ANR, construire des projets. C'est Sébastien qui en parlait tout à l'heure, il n'est plus là. Mais voilà, monter des projets, attendre les résultats des projets, etc. Participer à des congrès également, présenter nos recherches, nos résultats dans différents congrès à droite à gauche, puis des publications. Je pense que tout le monde, voilà, c'est notre quotidien. Qu'est-ce que je peux dire encore? Voilà, à peu près, grosso modo. Voilà. Merci beaucoup.